Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Bon, OK, là, on va arrêter de se démoraliser parce que c'est vendredi, puis quand même, on ne va pas s'ouvrir les veines collectivement. Il y a des affaires qui marchent au Québec, croyez-le ou non. Et on a su en trouver une, et une grosse sacramouille. Suzanne Marchand est avec nous, elle est directrice générale principale du Laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale. Madame Marchand, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Des fois, vous autres, vous voulez pas vraiment donner des entrevues, vous voulez faire vos affaires tranquilles, puis pas se faire achaler. Ben, disons qu'on est surtout des travailleurs de l'ombre. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, et cette entrevue-là était prévue, ce matin sort une nouvelle à propos d'une trifluvienne accusée du meurtre d'un gagnant à la loterie disparu en 2000. Cathy Reich aurait pu prendre cette prémisse-là pour un de ses romans, qui est médecin légiste, on le sait. Et là, on apprend que, encore une fois, vous, le laboratoire, vous êtes impliqué là-dedans. Dites-nous comment. Oui, alors, en ce moment, oui, je peux confirmer qu'on a des équipes du laboratoire qui sont sur place. On est impliqué à 2 niveaux. Donc, sur place comme tel. Donc, en ce moment, on a l'anthropologue judiciaire du laboratoire qui procède à la recherche du corps de la présumée victime et, si elle trouve, à l'exhumation du corps. On a également une équipe de spécialistes en biologie, projection de sang, qui est sur la scène présumée, la scène, l'endroit où aurait eu lieu le crime pour expertiser. Projection de sang, même pour un meurtre d'il y a 25 ans? Oui, bien, ça va dépendre dans quel état le lieu a été conservé. Est-ce qu'il est dans son état original ou s'il y a eu des transformations? Et par la suite, la deuxième étape de nos experts, ça a lieu au laboratoire. OK, une fois qu'ils ont colligé toutes les données. Exactement. OK, vous n'avez pas de Dexter qui travaille chez vous, là. J'espère que non. Avez-vous vérifié? Pouvez-vous, s'il vous plaît, vérifier? Je vais faire ça pour vous, L'avez-vous vu, ça, Dexter, vous? Oui, quelques épisodes, C'est troublant, quand même, hein? C'est assez troublant. C'est assez troublant. On espère pas en arriver là. Qui, lui aussi, examine la projection du sang lors de crimes violents. Oui. Là, tu disais, boy, ça joue dans la tête aux gens. Oui. Alors, là, on a appris aussi, puis c'est là-dessus que j'ai vu passer un nouveau message en marchant. La section des crimes majeurs du service de police de la Ville de Montréal, du SPVM, a annoncé d'avoir résolu le meurtre de Catherine Daviau, une jeune femme, 26 ans, assassinée, c'est lugubre, dans son logement à Rosemont-la-Petite-Patrie en décembre 2008. Et c'est grâce à vous, là. Oui. Expliquez-nous comment. Bien, comme je mentionnais, la science évolue. Ouais. Il y a des percées, des avancées scientifiques des dernières années qui sont incroyables, particulièrement en ADN. On a eu les années 2000 où l'ADN a révolutionné les sciences judiciaires et là, c'est comme ADN 2.0. Donc, on parle de généalogie génétique et de patronyme Y. C'est 2 nouveaux outils super puissants, dont un qui a été développé au laboratoire par des spécialistes du laboratoire. Je parle de patronyme Y. Ici, là? Ici, à Montréal, chez nous, fait au Québec. Ça permet d'utiliser cette science-là pour résoudre, tu sais, quand l'enquête est allée au bout de ce qu'elle pouvait, quand la science est allée au bout de ce qu'elle pouvait. On arrive avec des nouvelles techniques qui permettent de résoudre des crimes de façon... donc, on donne, dans certains cas, des pistes d'enquête supplémentaires aux enquêteurs, puis des fois, on y va, dans le cas de Catherine Daviau, jusqu'à un nom et un prénom. Ah ouais. Ce qui a permis de cibler un individu. Parce que, Mme Marchand, la science là, et même la technologie, êtes-vous rendu à utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir des résultats? Non, mais c'est sûr que quand on parle de science, il y a des logiciels hyper poussés. On est vraiment, tu sais, dans la quasi-intelligence artificielle, mais pas de la manière dont on entend en ce moment l'intelligence artificielle. Ça vous tente pas de vous occuper de Satellite puis de tous les programmes informatiques au gouvernement? Parce que chez vous, ça a l'air à marcher, vos affaires. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on est dans un univers c'est des gens passionnés, c'est des gens dévoués, c'est des gens intelligents,
qui ont le goût de faire avancer la science puis de mettre la science à contribution. Ce sont des scientifiques, oui. Des gens qui ont étudié là-dedans. Oui. Et vous avez une star là, dans votre... la biologiste Sarah Noël, oui. qui est invitée, quoi, par le FBI? Oui, elle siège sur un comité au FBI. Puis ce qu'il faut dire, c'est que nos experts sont reconnus scientifiquement dans le monde. Le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale est bien positionné. On est reconnu pour être rigoureux, à l'avant-garde Ouais. en termes de développement scientifique. Donc, on n'a rien à envier aux autres laboratoires. Non, c'est ça. Puis il faut le dire des fois. Oui. Là, quand on est bon dans un domaine, oui, il faut être fier des Québécois, des Québécoises qui accomplissent des grandes choses. Et ça, Oui. là, on y arrive. Qu'est-ce qui vous démarque parce qu'il y en a partout des laboratoires de sciences judiciaires. Qu'est-ce qui vous démarque, vous, ici à Montréal? Je dirais l'innovation de nos experts, la reconnaissance qu'ils ont à l'international. Également, on a mis en place au cours des dernières années une cellule d'identification-disparition. Ça, c'est pour les cold cases? Les cold cases, mais les gens qui sont disparus au fil des ans et les restes humains qu'on a retrouvés, qu'on n'a pas réussi à identifier. Tu sais, on a environ 300-400 individus qui sont passés au laboratoire au fil des ans qu'on n'a jamais pu identifier. Okay. Et en parallèle, il y a des gens qui ont disparu qu'on n'a jamais retrouvés. Ouais. Au laboratoire, on a mis en place une cellule d'identification-disparition et ça, c'est... On fait l'envie, on a fait une présentation en France. Ici, on est capable parce que tout se passe au laboratoire. Donc, avec le groupe, le cercle de collaborateurs qui est formé du bureau du coroner et des corps de police, on met les efforts nécessaires pour être capable d'identifier. Et ça, c'est... Parce que les gens se parlent, c'est centralisé, oui, c'est centralisé, mais tout le monde collabore. Oui. C'est un beau modèle quand même, hein? Un très beau modèle. Puis, depuis quelques années aussi, la coordination des personnes disparues au Québec se fait par la Sûreté du Québec. Donc, que si vous disparaissez à Montréal, votre corps est retrouvé en Gaspésie, ça va tomber au même endroit. Donc, c'est la Sûreté du Québec. Ça permet de faire des liens beaucoup plus facilement. Est-ce que, vous diriez, à Marchand, à chaque année, là, la technologie évolue? Parce qu'on m'expliquait, c'est pas linéaire, là, l'évolution, c'est exponentiel. Oui. Et plus ça se développe, plus ça permet de se développer. Est-ce qu'on arrive à ça? Puis les 300 quelques cas, vous avez espoir de connaître leur identité? Bien, on a espoir, on les travaille. C'est sûr que des nouvelles technologies, si on a des restes humains pour lesquels on avait gardé de l'ADN, on va pouvoir utiliser la généalogie génétique, on va pouvoir utiliser patronyme Y pour tenter d'identifier ces gens-là. On fonctionne aussi beaucoup par l'identification odontologique. Ça, c'est par les dents. Ouais. Donc, des fois, on a des chartes dentaires de gens qui sont disparus et notre odontologiste judiciaire est extraordinaire. Des fois, elle fait des liens juste avec des sourires. Donc, oui, là. Elle finit par identifier un corps. Oui. Grâce à la dentition, mais là, j'imagine que vous devez aller chercher les archives des dentistes. Oui. Et est-ce que les dentistes sont tenus de garder toutes leurs archives? Les dentistes, je pense qu'ils sont tenus 5 ans. OK. Mais quelquefois, quelqu'un qui est disparu en 2000, la disparition a été signalée. Les policiers, souvent, sont déjà allés récupérer les chartes dentaires. Ah oui? OK. Parce que... Là, ils mettent ça dans une boîte. nous apportent ça au laboratoire. OK. Donc, nous, sur Partenay. Oui. Quand il y a des corps qui rentrent, on regarde les chartes dentaires antémortem qu'on avait. Ah oui. Et on compare avec le corps inconnu qu'on a. Ça doit faire du bien pour vous et votre équipe de soulager les familles en deuil là, qui ont perdu la trace d'un proche. Ça, j'imagine, là, ça doit être un moment humain là, qui est incomparable. Oui. Oui, puis au niveau, c'est une mission un peu plus humanitaire, mais moi, comme je dis toujours, si c'est pas nous qui faisons cette mission-là, on est les seuls à avoir toute l'information parce que nous, on a gardé les archives. Le laboratoire existe depuis maintenant 111 ans. Ouais. On a gardé les archives. Donc, quelqu'un qui est disparu en 1950, son corps est venu au laboratoire, on a
on a gardé tout ce qu'on avait besoin. Fait que oui, les gens, quand ils parviennent à identifier ou ils parviennent à fournir le nom d'un suspect à un enquêteur sur un dossier cold case, c'est une grande victoire, puis surtout une fierté de mettre à contribution la science pour donner des réponses aux familles puis aux proches des familles. Parce que vous êtes capable, non seulement de les identifier le corps, mais êtes-vous capable de comprendre la raison du décès, puis peut-être même retracer un suspect? Oui, ça dépend de l'état de conservation du corps. Est-ce qu'au moment où le corps est rentré au laboratoire, il y a des prélèvements d'ADN qui ont été faits? Un peu comme dans le cas de Mme Daviau. On a présumé que c'était de l'ADN du suspect. Dépendamment où est-ce qu'ils prélèvent, ils peuvent convenir que c'est le suspect. Et lorsque par la suite, on réussit à corroborer à partir de l'ADN, c'est des grandes, grandes, grandes victoires. Il y a, en tout cas, ce laboratoire-là, il fait la jalousie de bien des laboratoires à travers le monde. Là, c'est quoi les prochaines étapes? Là? Parce que j'ai l'impression que c'est comme sans fin, là, les avancées de la technologie et de la science. Bien, ça évolue très vite. Hein? La science, ça évolue très vite. Il faut avoir les moyens aussi de suivre cette science-là. Nous, nos experts vont aller participer à des congrès internationaux. Ça nous permet de maintenir une veille, voir ce qui se fait ailleurs. On participe aussi à des comités de travail internationaux canadiens. Et ça nous permet de rester à date, comme on peut dire, sur ces avancées scientifiques. Toutes ces... je me demandais, en marchant, là, parce que là, c'est la grande popularité, là, des podcasts, les balados de cold case, là, des crimes non résolus. Est-ce que ça vous emmerde? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça fait avancer ou c'est juste du voyeurisme? Comment vous percevez ça, vous? Bien, ça, c'est plutôt du côté de l'enquête policière. Je ne sais pas comment eux l'interprètent. Moi, je pense que plus on en parle, plus les enquêteurs risquent d'avoir des nouvelles informations. Puis des fois, ce n'est pas des informations de caractère scientifique. Si on en parle comme du monde. Oui, c'est ça. Si on en parle comme du monde, parce qu'il y a beaucoup il y a de la fausse information aussi qui est véhiculée. Oui. Ça a été quoi le moment, vous et vos collègues, là, il y a sûrement des cas où vous avez eu besoin d'être débriefé, là, des cas, parce que c'est troublant, là, vous parlez, vous vivez dans la mort, la violence souvent, l'abandon, c'est pas facile, là, comme métier. Non, c'est pas facile comme métier. C'est sûr qu'on met des filets de sécurité pour nos employés qui sont plus confrontés à des scènes. Donc, les employés chez nous qui se déplacent sur des scènes de crime, nos experts, également tout le personnel qui travaille au niveau des salles d'autopsie, c'est sûr qu'ils voient ce que la nature a de plus laid à offrir. On a des filets là, de pouvoir parler avec des psychologues, on a différentes lignes d'intervention. Mais ça leur demande tout un courage parce que tous ces gens-là ont des vies, ont des enfants, des familles. Donc, c'est très troublant pour eux. Puis je pense que la passion qui anime ces gens-là, c'est extraordinaire. C'est la première chose qu'on constate quand on rentre au laboratoire. Et le professionnalisme, j'imagine. Parce que j'imagine que quand vous tombez sur des enfants victimes de crimes violents, ça doit être vraiment difficile à supporter. Oui. Puis ça, je pense que pour nos experts, c'est les pires dossiers de viol, de meurtre d'enfants. C'est les pires dossiers. En tout cas, saluez toute votre équipe, Mme Marchand, qui est directrice générale principale du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. C'est quelque chose où on est pas juste bon, on est excellent. Là. Et l'excellence, de temps en temps, au Québec, on doit le souligner. Bravo pour le travail, vous et toute votre équipe, Mme Marchand. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, M. Merci à vous. Merci.